Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Voilà. Donc, je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. On va écouter aujourd'hui 10 histoires mystiques. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Sachez que à chaque fois qu'on poste des histoires, ceux qui envoient des histoires là lisent les commentaires. Donc, si vous avez un truc à passer, un message à communiquer à ces intervenants là, faites-le dans les commentaires, genre H3 pour dire histoire numéro 3, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. H4, histoire numéro 4, il faut faire ci, il faut faire ça. Merci beaucoup. Donc, écoutons les histoires. Première histoire. Bonjour DMG TV. Je fais ce voicemail depuis les États-Unis. Vraiment beaucoup d'encouragement pour la chaîne. Tous ceux qui suivent les histoires, n'oubliez pas de liker et de partager. Je vais ici raconter une histoire. Cette histoire se déroule au Cameroun. Je vais dire ici dans les années 2000 et plus principalement dans un village. Donc, on va dire dans l'arrondissement du Nyong-Ekele. En fait, c'est une histoire qui m'a marqué. Ça, c'est ma propre histoire, en fait, que je viens raconter. Donc, j'avais à l'époque autour de, je vais dire, 14 ans, 13 ans, 14 ans. Et j'avais la deuxième femme de mon grand-père qui faisait du poisson. Donc, un jour, elle me dit, euh, accompagne-moi au marché pour vendre le poisson parce qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Parce que pour vendre le poisson, il fallait qu'elle porte le poisson, elle prépare les chaises. Vous savez, ce n'est pas toujours évident de tout transporter. Donc, elle avait besoin d'aide à ce que je l'aide à transporter le nécessaire. Donc, c'est comme ça que je dis, OK, je vais l'aider. D'habitude, je ne le faisais pas souvent, mais j'ai dit, OK, je vais l'aider ce jour-là. Donc, on va donc au centre-ville, puisque c'est là-bas qu'elle braisait le poisson. Donc, on arrive, elle commence à faire son poisson, elle commence à vendre et à un moment donné, ça devient un peu lent. Donc, ça ne passe plus aussi rapidement. Moi, je voulais qu'elle finisse vite son poisson et puis moi, je rentre. Et on était déjà dans les environs de 22h, 22h30, comme ça là. Et je lui disais, pardon, il faut qu'on rentre. Est-ce que tu es obligé de finir tout le poisson, cela? Tu peux continuer même demain. Elle a insisté que ce soir-ci, elle doit vendre tout son poisson avant de rentrer. 23h, 23h30. Moi, je lui ai dit que moi, je peux pas attendre. Il faut que moi, je rentre à la maison. Elle me dit que, mais tu vas rentrer seul. Je dis que oui, moi, je vais rentrer seul. Alors, comme tu ne veux pas m'accompagner, moi, je vais rentrer. Moi, je ne peux pas rester longtemps comme ça ici. Il se fait tard, il faut que je rentre. Bon, la maison, en fait, était, je vais dire, dans les 1 km, 2 km du centre-ville. Et pour rentrer à la maison, il fallait passer par une colline. Il fallait monter la colline parce que le centre-ville était un peu en bas. Et la colline, une grande colline, bon, c'était une large route qui avait été travaillée par des bulldozers. On pouvait bien, les voitures circulaient. Mais le fait, c'est que dans la nuit, il n'y avait pas de lampadaire, complètement obscur. Bon, à l'époque, moi, je me disais, je n'avais jamais eu quoi que ce soit, donc je me suis dit, bon, moi, je peux rentrer, il y a pas de souci. Bon, maintenant que je décide de rentrer, je commence à marcher, je prends la colline pour aller à la maison. Bon, quand tu traverses le centre-ville, il y a une première maison, une grande maison qui est là. Et cette maison, je vais dire, un peu comme la limite entre le centre-ville. Bon, c'est un peu plus au centre, mais c'est un peu comme une limite entre, je vais dire, les autres maisons qui sont après, au niveau de la colline et juste après, et le centre-ville. Et c'est quelqu'un de bien huppé qui avait construit cette maison. Et chaque fois dans la nuit, lui, il avait toujours des lumières qu'il allumait. Donc, il avait toujours la lumière.
Bon, sauf que maintenant, quand tu rentres, comme c'était mon cas, quand tu rentres de la maison, tu montes la colline. La lumière, c'est pas, je vais dire, l'obscurité qui est au niveau de la colline et l'obscurité qui est aussi vers le centre-ville. Donc, c'est donc comme ça que je me mets à marcher. Quand je marche, j'arrive à ce niveau de la maison et il y a la lumière qui sépare. Au loin, je vais dire dans les 50 mètres comme ça, 60 mètres un peu plus haut, j'aperçois comme une ombre blanche qui sort de, je sais pas là, ça sort comme d'une barrière quelque part là-bas. Et cette ombre blanche commence à venir vers moi. Bon, moi je me dis dans la nuit, il y a les gens qui marchent. Il y a des gens qui marchent dans la nuit, donc ça peut être normal. Mais seulement la manière dont cette ombre blanche se déplaçait, ça m'a intrigué. Je peux dire que pour ceux qui ont vécu un peu les expériences, donc j'ai senti une différence. Donc je me suis arrêté, je me suis arrêté. Je n'avais que 14 ans, mais j'ai senti la différence. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai vu l'ombre blanche se déplacer comme si elle glissait sur le sol. J'ai dit, donc mon intuition à moi m'a dit, mon intuition à moi s'est dit, mais quelqu'un ne se déplace pas comme ça. Donc, je vais un peu attendre pour voir ce qui se passe. Donc, cette ombre blanche a commencé à se rapprocher, mais est complètement calée à la limite entre la lumière et l'obscurité. Et j'attendais de voir si cette ombre va traverser pour voir qui c'est. Moi, je me suis arrêté, j'ai senti que je ne pouvais pas continuer. Quand je me suis arrêté, j'ai commencé à observer la scène. Puis je me suis dit, j'avance, je n'avance pas, je fais comment? Donc, un qui m'a dit, je ne veux pas aussi tourner le dos parce que moi, je ne sais pas ce qui est là-bas. Si je tourne le dos, je ne sais pas si cette chose va venir vers moi. Donc, je me suis figé pour observer en face. Moi, je ne pouvais pas tourner le dos. Donc, je fais comme si je vais avancer un pas. Je sens aussi comme si cette chose va aussi avancer. Je vais commencer à avancer. Quand ça va avancer, je dis, oh, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici là qui n'est pas du tout catholique. Donc, moi, je me suis resté, je n'avance pas. Je suis resté tranquille. Je vois comment cette chose veut avancer, veut bouger, mais je vois comment il y a la lumière. Cette chose ne veut pas se donner à la lumière. Donc, je dis, ok, moi, je reste là. C'est vrai, j'avais un peu peur, mais moi, je suis resté. Et puis, subitement, j'ai suivi comme des pas derrière moi, comme des gens qui parlaient et tout et tout. Donc, je me retourne maintenant, je vois comme il y a un couple, une femme et un jeune homme qui est en train de causer. Ah, je me dis, ah, enfin, donc ça m'a un peu libéré. Donc, je me retourne, je vois, ils viennent. Bon, quand ils étaient pas très proches de moi, hein, peut-être dans les peut-être 20 mètres derrière, mais ils venaient de mon côté. Tout ça là, je me retourne encore, je regarde ce truc blanche qui était là. Après, je vois comment ce truc blanc glisse encore, mais il glissait, pas il glisse encore sur le sol, vous, il va là où c'est venu et entrer et disparaître. Cette histoire m'a vraiment, vraiment marqué. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu ce genre d'histoire, mais c'est pas du tout marrant. Et après cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que le couple me traverse. Quand ils sont venus vers moi, ils ont commencé à traverser. Ils ne me giraient même pas. C'était une famille discutait les choses. Ils ont commencé à monter. Moi aussi, j'étais derrière eux. Donc j'ai profité pour ça. Et parce qu'un m'a dit, est-ce que comme tu vas là-bas, parce que là où j'allais, bon, on n'allait pas au même endroit. J'allais toujours prendre un chemin, pour arriver à la maison. Mais après, je me suis dit que bon, ah, donc moi j'ai continué. J'étais derrière eux. Ils ont traversé mon entrée qui était toujours un peu obscure. Mais ma maison était peut-être dans les 10 mètres comme ça. Dans le temps pour moi de vite faufiler et entrer à la maison. Donc cette histoire m'a franchement marqué. Et maintenant, je ne sais pas, c'est la morale de l'histoire. Qu'est-ce que je peux dire? C'est ne pas se balader dans la nuit et tout seul. Et surtout quand on est un enfant. Et ça m'a pris aussi beaucoup de temps à me dire, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ce soir-là? Est-ce que ces choses voulaient me faire du mal ou pas? Et je me dis, bon, dans un premier sens, je peux dire, bon, peut-être elle voulait me faire du mal. Dans un deuxième sens, je peux aussi me dire que, bon, vous savez, si quand quelque chose vient vous bloquer, parce que je peux dire, cette chose m'a complètement empêché de traverser, je vais dire ça, j'ai été figé. Est-ce que cette chose voulait me prévenir de quelque chose qui pouvait m'arriver après? Parce que dans l'obscurité, on ne sait jamais ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu me dire, hey, arrête-toi ici, ne continue pas, arrête-toi là. Parce que devant là-bas, si tu continues, quelque chose de grave peut t'arriver. Donc,
Je suis un peu mitigé dans les deux sens, mais c'était quand même une expérience flappante. Merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo et longue vie au terre et n'oubliez pas de liker, de partager. J'ai une autre histoire et que je vais aussi poster qui remonte encore un peu plus loin dans ma jeunesse, qui est aussi tout aussi flippante. C'est Simon depuis les États-Unis. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir aux abonnés de DMG TV. Partagez massivement, abonnez-vous, likez pour faire vivre le contexte, pour faire vivre notre belle émission. C'est pour raconter une histoire, c'est ma mère qui me l'avait contée. Elle avait son cousin à l'époque. Alors il aimait beaucoup sortir le soir. Il aimait tellement sortir le soir. C'était un fêtard, comme on dit. Au Cameroun, le gars était tout le temps dehors. Et un soir, dont il rentre, vers Koumassi, à Bali, là-bas, à Douala, il aperçoit une dame, belle, brune, très très jolie, quoi, devant la Sonelle, quoi, devant Eneo. Alors il se gare, il demande à la dame où elle va. Elle lui dit, il se propose de la déposer. Et tout, elle lui dit qu'elle travaille à la Sonelle, et que là, elle était au service des cars et qu'elle était en train de rentrer. Alors il la porte sur la moto. Il apporte sur la moto, il se pose à déposer, il apporte sur la moto et tout. Il commence à rouler, rouler, rouler. Il drague la femme. Déjà, avant de la porter, même il fait la cour. Vraiment, vous êtes jolie. Vraiment, il apprécie, machin. La fille, voilà. Alors, là où la dame a dit qu'elle descendait, au niveau des IPD, donc, au niveau de IPD, avant le cimetière de Bois des Singes, là, parce qu'il y a le cimetière, là, avant, au niveau des IPD, là, avant le cimetière, elle lui dit que oui, qu'il la dépose. C'est comme ça qu'il se gare pour la déposer. Et quand il la dépose, maintenant, le temps pour lui d'arrêter la moto et de faire la dernière causette, quoi. Il finit de dire, la dame, elle lui se donne rendez-vous le lendemain à 19h. Il se donne un point de rendez-vous et tout. Il dit, ok, voilà. Maintenant, il veut donc lui faire un bisou. Genre, il dit au revoir. Quand il veut faire un bisou comme ça, il dit qu'il a senti seulement comment le nez était froid, quoi. Il ouvre les yeux, la femme a disparu. Merde. Elle disparaît comme ça, le gars. Mon oncle dit que c'est quelle histoire, ça. Alors, il regarde à gauche, il regarde à droite, pris de peur, de panique et tout. Il veut remonter sur sa moto pour démarrer. Il dit qu'il démarre la moto ne démarre pas. Merde. Le gars démarre la moto ne démarre pas. Il dit qu'il veut même commencer à appeler au secours les voitures. Il appelle au secours, la voix ne sort même pas. Les voitures qui passent même que, pardon, mais aidez-moi, si un taximan peut me le porter, remorquer avec sa moto et tout. Il dit que c'est comme si, quand la voiture me vient comme ça, là, ça le voit, l'esquive pour passer. Donc, à commencer, tu imagines, avec une telle peur, il commence à tirer la moto pour monter. Il ne savait pas, il voit une voiture qui arrive, il soulève la main, il a besoin d'aide. Ah, on l'esquive, on s'en va. Pour finir, il était dépassé. Il a tiré sa moto, tiré jusqu'à Ndokochi. Et puis, c'est bien Ndokochi là-bas qu'il a pu avoir un moyen de transport pour rentrer et tout, quoi. Alors, quand il arrive donc à la maison, il dort. Pour lui, c'est passé, il réveille ses frères, il raconte la scène et tout, machin, ce qu'il a eu et tout. Oh, il se dit que bon, voilà, c'est passé, mais il avait très peur, il a été très pris de peur et tout, de panique et tout. Le lendemain, à l'heure du rendez-vous qu'il s'était fixé, il n'est pas parti, parce que pour lui, c'était même impossible. Maman, il dit que pendant qu'il était à la maison comme ça, la femme a débarqué. Débarqué là-bas. Elle commence à appeler. Elle vient cogner à la porte. Hein. Je vais dire peut-être Simon. Ah, Simon, Simon, Simon. Simon, il appelle ses frères pour dire que venez, venez, venez. Ah, Simon, hein, Simon, Simon. Ah, ses frères viennent. On dit que oh, c'est quoi? Parce qu'il a demandé c'est qui elle s'est présentée. Hein. Donc elle commence encore à trembler. Ses frères sont venus. La femme fait comme ça là, quand elle appelle après, quand il ne répond pas, parce que comme il a demandé c'est qui il a demandé c'est qui elle a répondu. Donc elle a commencé à cogner et puis il n'a pas ouvert, donc du coup elle ne s'est pas arrêtée. Après elle se calme. Ses frères sont venus dans la chambre, tous se sont regroupés dans la chambre, les frères, les soeurs et tout ça là. Il était encore dans la maison familiale quoi. Après, elle se calme.
Elle revient encore, elle cogne encore, elle appelle. Il dit à ses frères que, pardon, couchez-vous sur moi, ses frères se sont couchés sur lui. Quand ça se calme encore, on se dit que bon, elle est partie. Il part te quitter, il logne. On voit qu'elle est partie se mettre sous le manguier. Donc elle fait ça, elle va, elle vient, elle fait ça, elle va, elle vient, elle fait ça jusqu'au petit matin. Elle les a fait dormir, éveillés comme ça. Et le matin, ils sont directement partis au village chez nous. Ils sont allés au village chez nous. Il y a un traitant là-bas qui était très puissant. Bon, je vais taire le nom ici, parce que beaucoup de gens, je peut-être on peut le connaître et tout. C'est comme ça que le monsieur dit que oui, effectivement, c'est une dame. Elle travaillait à la Sonnelle. C'est son mari qui l'a vendue. Donc là, elle travaille au service de nuit, comme le femme là, non. C'est-à-dire qu'on te vend, toi maintenant tu travailles. Parce qu'il y a ces gens-là, ils sont, la plupart qui ont occupé des postes, si on les a vendus, qui sont morts, plutôt, ils travaillent, mais dans la nuit. Ouais, ils travaillent dans le monde mystique et tout. Donc, c'est son mari qui l'a vendue. Elle était mariée à un monsieur de l'Ouest et c'est lui qui l'a vendue. Et voilà, elle travaille effectivement la semaine, elle sortait du boulot comme ça. Mais elle a voulu lui faire ne plus sortir la nuit parce qu'il avait l'habitude de sortir la nuit et de déranger les femmes. Donc, elle a voulu l'effrayer comme ça, comme elle est effrayée là et tout. On a fait un travail sur lui. Il était que 20 ans, il ne le trouvait plus dehors. Dès qu'il est allé, il finit le travail. C'est la maison. C'est ça, c'était ça ma petite histoire. Bon, on va à un autre concept. Partagez, likez massivement. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG et bonjour à tous les abonnés, à tous les souscripteurs et à tous ceux qui continuent à œuvrer pour que la page et le channel restent toujours ouverts. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie que sa paix et sa grâce vous soient abondamment accordées. N'oublions pas de continuer à liker, à commenter et à partager pour que de plus en plus de personnes soient édifiées, soient informées et soient sensibilisées. Parce que c'est ça le plus important du message. Il faut que nous touchions le maximum de personnes possible pour que ces pratiques-là soient sûres et connues de tous pour pouvoir sauver une vie, pour pouvoir sensibiliser une âme. Je viens avec une histoire aujourd'hui qui va dans la même veine que des histoires que j'ai déjà entendues ici, des personnes qui veulent coûte que coûte être riches, n'empêche quitte à sacrifier tout ce qu'ils ont, parents, amis, frères, sœurs, tout le monde. Cette histoire aussi, il y a une dame qui avait déjà raconté une histoire similaire à propos d'un chauffeur de taxi. Donc c'est la même chose. Ici à Abidjan, je prends un jour un Uber. Et le chauffeur de Uber me raconte une histoire d'un jeune homme qui est en troisième et qui a été, après la troisième, qui a été affecté en seconde dans une autre ville. Donc il n'était plus avec ses parents. Excusez-moi. Donc de ce fait, son père a dû lui trouver un logement dans la ville où il a été affecté. Donc c'est-à-dire un studio pour qu'il puisse loger, habiter puis continuer à aller à l'école. Donc de ce fait-là, tout avait été mis en place. Son papa pourvoyait à ses besoins, lui envoyait l'argent chaque mois pour qu'il paye la maison et puis pour qu'il puisse se loger et puis faire face à la scolarité. Donc le jeune homme qui trouve que ce n'était pas suffisant parce que les fins du mois étaient difficiles, il regardait certains des amis dans la ville qui avaient des véhicules, qui avaient de l'argent, qui dépensaient sans compter. Donc avec ses amis, il décide aussi de faire tout ce qu'il faut pour que eux ils aient l'argent. Vaille que vaille, coûte que coûte, il faut qu'ils aient de l'argent. Donc, renseignement pris, ils ont été dirigés vers un vieux monsieur qui faisait du fétichisme, du mysticisme pour que ses clients soient satisfaits. Donc, le monsieur leur dit à lui et ses amis, je vais faire ce médicament pour que vous ayez l'argent à ne plus en savoir
quoi en faire, mais vous devez sacrifier quelqu'un. Donc le monsieur, le jeune homme, il réfléchit trop que, comme il n'a pas de frères et sœurs, il va sacrifier son papa. Donc il dit au vieux monsieur qui fait le travail pour eux, bon, moi je vais donner mon papa. Bon, au vieux monsieur de leur dire, bon, je vais te remettre un œuf à une certaine heure de la journée, c'est-à-dire très tôt le matin, tu avales l'œuf. Et dès que tu finis d'avaler l'œuf, tu dois appeler ton papa, la personne que tu veux sacrifier. Dès que la personne décroche le téléphone, tu causes normalement. Et au bout d'un certain nombre de minutes de causerie, c'est fini. Le transfert sera fait, la personne pourra être sacrifiée. Mais le poteau rose, le problème est que si tu avales l'œuf, que tu n'arrives pas à voir la personne, que tu appelles, la personne ne décroche pas. Du moment où tu avales très tôt le matin jusqu'au soir, si la personne n'a pas décroché, c'est toi qui vas mourir. Donc si personne ne décroche jusqu'à un certain moment, c'est toi qui vas mourir. Bon, l'enfant il réfléchit, il se dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est mon papa, je ne vois pas pourquoi j'appellerai mon papa, il ne va pas décrocher. Donc, tout le dit, il décide d'avaler l'œuf autour de 5 heures du matin. Donc, peu de temps après, il sait que son papa est un paysan, donc il se lève très tôt pour aller au champ. Il sait que son papa va très tôt au champ. Donc, il attend juste avant d'aller à l'école, il appelle son papa. Excusez-moi encore. Mais malheureusement pour lui, ce jour-là, son papa avait oublié son portable à la maison. Et il allait au champ. Donc, il appelle toute la journée. Le monsieur ne rentre que à la nuit tombée, autour de 18h, 18h30. Donc, ce qui est déjà trop tard. Le temps qui lui était imparti est épuisé. Le sablier est vide. Donc, il doit payer lui-même la personne qui voulait sacrifier. Ne pouvant pas être sacrifié, c'est à lui de payer. Donc, l'œuf se casse dans son ventre et c'est lui qui meurt. Donc, c'est l'enfant qui meurt. Il n'a pas pu sacrifier son papa. Et comment ce poteau rose, le plan sort, c'est lorsque, pendant les funérailles, tout le monde en pleure, tout le monde est triste. Et ses amis, son groupe d'amis avec qui il est parti, viennent aux funérailles. Et c'est eux qui voient la famille est tellement triste, la famille pleure, qui appellent l'un de ses oncles à côté pour lui dire, mais vous pleurez, si vous savez pour qui vous pleurez. Donc l'oncle, il est stupéfait, il est étonné. C'est donc, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on sait pour qui on pleure? On pleure pour notre fils. Il dit, oui, c'est votre fils, mais est-ce que vous le connaissiez vraiment? Donc il réfléchit, il comprend toujours pas, il dit, je ne sais pas ce que vous voulez dire les enfants. Et les amis de lui disent, mais votre fils, il est mort si vous savez pourquoi il est mort. L'oncle dit non, on ne sait pas pourquoi il est mort. On nous a juste appelé pour dire qu'il est mort, il était dans une autre ville. Les enfants maintenant, les jeunes qui l'expliquaient, ses camarades, qui dit on était allés ensemble voir un vieux pour faire un travail afin de devenir très riche. Et voici les conditions qui ont été données. Il devait avaler un œuf et appeler la personne qui voulait sacrifier. Et lui, dans son cas, votre fils, c'est son papa qui voulait sacrifier. Et lorsque il a appelé son papa, apparemment ce jour-là, son papa n'avait pas son téléphone. Donc il a appelé toute la journée pour une raison, pour une autre, le père n'a pas décroché. Et c'est pour ça lui-même il est mort. Donc l'oncle qui est abasourdi, qui n'en revient pas, appelle son frère pour lui expliquer. Et son frère maintenant se rend compte, oui, un jour j'avais oublié mon téléphone à la maison et j'étais allé au champ. Peut-être que c'est ce jour-là. Et c'est comme ça qu'on comprend que l'enfant est mort en voulant sacrifier son père. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'énormité de cette bêtise, de cette folie, de cette ignominie? C'est énorme, je veux dire, c'est incommensurable, c'est inimaginable. Les mots, les qualificatifs me manquent pour décrire ce qui a été fait. À cet âge,
tu n'as même pas fini les études, tu n'es que 1 seconde et tu veux être riche en faisant quoi? Qu'est-ce que tu vas faire pour devenir riche? Tu ne cherches pas à finir tes études, tu ne cherches pas à te spécialiser dans un domaine qui va te rendre riche, tu veux être riche, tu deviens riche comment? Et c'est cette facilité de, je ne vais même pas dire de la jeunesse, puisque ce n'est pas que les jeunes maintenant, de certaines personnes qui m'écœurent, qui m'effraient, qui fait que j'ai peur de l'homme. Cette facilité, ton père qui se tue au champ, qui se tue à la tâche pour t'envoyer de l'argent, pour te scolariser, pour manger, pour s'occuper de toi, tu ne trouves rien d'autre que de vouloir le sacrifier. Donc vraiment, c'était mon histoire. J'espère que ça va édifier plus d'un, que nous allons tous nous mettre à réfléchir sur la direction que l'humanité est en train de prendre. Demeurez tous richement bénis et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour ou bonsoir à DMG et toute la communauté DMG. C'est la citoyenne africaine. Aujourd'hui, je m'en vais raconter une histoire pour sensibiliser toutes nos petites sœurs et petits frères qui auront à fouler la terre européenne pour venir terminer leurs études. Quand j'étais jeune, et donc avait quitté mon pays natal pour l'Europe afin d'y suivre mes études universitaires, j'ai rencontré un monsieur de mon pays qui se disait tenir une association d'intégration des gens de ce pays-là sur le territoire européen où je me trouve. Dès lors, je dirais à mes petites sœurs et à mes petits frères, tentés par l'aventure européenne, l'aventure intellectuelle, de se méfier de certains beaux parleurs qui peuvent être non seulement des beaux parleurs, des catins, comme ça je les explique, oui, parce que c'est un homme à femme, des catins, et en même temps des hommes mystiques qui peuvent vous perdre. J'ai rencontré ce monsieur sur le quai d'un train. J'avais pris une position où je faisais avec mes pieds comme la danse classique parce qu'à force d'attendre le train, j'étais un peu exténuée et pour dégourdir mes jambes, j'avais pris une position qui l'avait étonné et il est venu me demander si je faisais de la danse classique. Je lui ai dit bien sûr que non. Après, il a introduit la discussion. Il m'a demandé de quel pays je venais. Je lui ai dit. Il m'a dit qu'on venait du même pays et qu'il était le secrétaire général d'une association qui œuvre pour l'intégration des gens de ce pays sur le territoire européen, dans le pays européen où je me trouve. Dès lors, curieuse et voulant me rapprocher de ma communauté, c'est un instinct pour tout être humain, alors j'ai accepté son invitation, il m'a donné sa carte de visite et m'a demandé de passer le voir à son bureau. J'avais 19 ans. Je venais de débarquer en Europe. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée à son bureau une semaine après. Ce qui est fort étonnant, c'est qu'une fois arrivé dans le service en question et dans le bureau dont il est question, j'ai trouvé que ce bureau ressemblait plus à un cimetière d'ordinateurs qu'un bureau en bonne et due forme. Dès lors, cela ne m'a pas bouleversée pour autant. Je me disais peut-être qu'il faisait des commerces, qu'il avait mis tant d'ordinateurs dans ce bureau qu'on avait peu de place pour s'asseoir, mais on a fini par s'asseoir. Il m'a mis à l'aise et bizarrement, il était assis près de moi et a commencé à prendre ma main. Je me suis dit, dans quelle affaire je me suis embarquée. Là, d'un coup, en tant que femme, je me disais que c'est quelqu'un qui cherchait peut-être à m'agresser. Et je lui ai dit, j'ai dit dans mon fort intérieur qu'il n'avait pas tapé à la bonne porte. D'autant plus qu'avec mes années karaté, il risquait de se ramasser quelques coups. Mais bon, je me disais, je vais quand même voir où est-ce qu'il veut en venir.
Il a pris ma main, la paume de ma main droite, et a commencé à dire, en tremblant, sa voix tremblait, peut-être était-il intimidé, sa voix tremblait parce que j'avais un calme olympien. Un de mes amis béninois avait l'habitude de me dire, tu as ce calme olympien. Peut-être c'est le fait d'avoir pratiqué un sport de combat assez longtemps. Donc je le regardais, il a pris ma main, il m'a dit, oui, avec la voix tremblante, savez-vous que vos parents ne sont pas vos parents? J'ai éclaté de rire. Et je lui ai dit, si par hasard mes parents n'étaient pas mes parents, ils m'ont bien éduqué. Et malheureusement pour lui, ce n'est que pur mensonge. Parce que je ressemble à mon père comme une goutte d'eau, comme 2 gouttes d'eau. Donc finalement, là, c'était pas bon. Le chemin dans lequel il s'était embarqué pour introduire n'était pas bon. Donc je lui ai dit non, mes parents étaient réellement mes parents et je le savais. Il me dit mais non, ils vous ont pas dit la vérité. Je dis monsieur, n'insistez pas, sortez de là où vous vous engouffrez. Ce n'est pas bon. Après, il commençait à monter de la paume de ma main vers mon bras en tremblant. J'ai compris que là, il y avait un peu de catin dedans. Peut-être était-il intimidé par ma personne et voulait-il autre chose. Il s'y prenait mal. Alors, toujours avec mon calme, je le regardais. Il montait un peu mon bras et je lui ai dit, où allez-vous? Il me dit, mais non, je regarde votre main. Vous savez, j'ai tellement de choses à vous dire. Vraiment. D'ailleurs, vos cheveux, parce qu'à ce moment-là, j'avais de longs cheveux. J'ai pris l'habitude avec le territoire européen de couper mes cheveux, c'est beaucoup plus facile. Mais sinon, cela repousse très vite, machallah. Donc, il me disait, oui, vos cheveux, si vous pouvez m'en donner un peu. J'ai dit, ah, maintenant, ce n'est plus mes parents qui ne sont pas mes parents. Maintenant, ce sont mes cheveux qu'on doit couper et donner. J'ai dit, à quelle fin? À quel but? Il me dit, oui, je vais vous faire des choses. Vous venez d'arriver en Europe et cela peut vous permettre d'avoir de l'argent. Il a sorti de sa poche quelques billets. À ce moment-là, ce n'était pas encore la monnaie euro, mais chaque pays avait sa monnaie. Et le pays dans lequel je me trouve avait la sienne. Et donc, il me disait, voilà, vous voyez, j'ai beaucoup d'argent. Effectivement, c'était beaucoup d'argent, mais je n'étais nullement intimidée. Je n'ai jamais été attirée par l'argent. Et quoi que l'on dise, je viens d'une famille où, Dieu merci. Donc, je n'avais pas tant de besoins. Donc, je lui ai dit, oui, je vois votre argent. Oui, il me dit, oui, si je coupe vos cheveux, hein, je peux vous aider à être riche. Je dis, je ne suis pas venue ici pour être riche financièrement. Si cela arrive, tant mieux. Mais je suis là pour être riche intellectuellement. C'est ça qui m'amène dans ce pays. Je viens terminer mes études. Il me dit, oui, mais il faut joindre l'utile à l'agréable. Vous savez, je vais faire de vous une personne riche. Je coupe vos cheveux, hein, vous m'en offrez. À un moment donné, je lui ai dit, mais vous êtes président d'une association de mon pays, censé m'intégrer sur ce territoire, ou vous êtes un charlatan, ou vous êtes quelqu'un de mystique, ou vous êtes un catin. Dites-le moi que je sache où vous situez, pour savoir comment me défendre. Et là, il avait les yeux grands ouverts. Il a lâché ma main. Je dis, oui, tant mieux déjà. Il dit, mes cheveux, vous ne les aurez pas. Je ne sais pas quelle est votre démarche, mais vous êtes très louche, monsieur. Et dès lors, maintenant, je vais devoir rentrer chez moi. Votre bureau, d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais c'est fort intriguant. Alors, monsieur, je vais juste repartir chez moi. Et vous m'avez dérangé pour rien. Que cela ne se répète pas. Parce que si vous continuez à persister, je vais vous donner le palabre des femmes. Et vos collègues, les gens qu'on a trouvés dehors et qui nous regardaient quand on rentrait dans votre bureau, vont savoir quelles sont vos finestres entreprises dans votre bureau. Alors, faites-moi le chemin, je veux sortir. Et l'argent que vous m'avez vous m'avez tendu, je veux tous les billets. DMG, j'en avais pas besoin. Mais comme on dit chez moi, quand vous faites le vaillou, vous pouvez avoir en face le délinquant. Je lui ai montré que le délinquant, c'est pas lui, c'est moi. Je lui ai dit, vous me donnez tout votre argent. Il me regardait les yeux rouges. Je lui ai dit, donnez-moi tout, sinon je fais un scandale. Il m'a tout donné et il me dit, ne faites pas de scandale, s'il vous plaît. Je vous raccompagne dehors. Alors, il me raccompagne dehors. Je salue les autres qui étaient en dehors du bureau. Et il m'amène jusque là où je dois prendre le bus.
Il me dit, je vous reverrai. J'ai dit, non seulement vous ne me reverrez pas parce que vous êtes un catin, un charlatan, ou si vous êtes mystique, vous êtes mal tombé. Il me dit, non, c'est que je persiste toujours, j'ai vu quelque chose en vous et je peux vraiment vous aider. J'ai dit, c'est vous qui avez besoin d'aide. Et là, j'ai pris ce que j'avais pris, l'argent, et je suis partie. Je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai pas cherché à entrer en contact avec lui. Il a cherché à entrer en contact avec moi, je ne les ai plus jamais calculés. Et dès lors, je dis, pour la part de ce que j'ai vécu dans ce bureau avec cette introduction et mes cheveux qui étaient réclamés, je dis à mes sœurs et frères qui viennent étudier, faites attention à ces gens qui vous devancent dans un pays et qui cherchent à vous voiler le face pour vous faire entrer dans d'autres choses qui ne sont pas votre objectif. Faites attention. Ce monde est flou, obscur. Faites attention. Ne vous laissez pas désorienter ni détourner. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais pourquoi vous êtes venu. Et n'oubliez jamais qu'un jour, vous repartirez. Et ne repartez pas avec la honte. Ceci dit, à bon entendeur, salut. La citoyenne africaine, à tantôt pour une autre histoire. Bye. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Ma deuxième histoire, c'est vrai que et puis je pense à la raconter ici, mais pourtant, j'ai pas souvent laissé le temps. Je me suis dit, le temps de me poser et tout. Partagez massivement, likez, abonnez-vous, faisons évoluer notre concept. Ça nous fait du bien, ça nous édifie tous. Il y a une tante aussi qui a vécu une situation, paix à son âme, à l'époque quand elle était jeune fille. Un jour, il y a une amie à elle qui vient causer, comme les copines, elle vient lui rendre visite et tout. Après, elle lui dit qu'elle connaît une dame qui fait... Non, un monsieur même qui faisait les courriers. Et tout, elles sont parties, c'est-à-dire qu'elle accompagne sa copine. Elle accompagne sa copine, c'est même pas elle qui voulait faire, mais elle accompagne la copine et tout. Arrivée là-bas, la copine finit de faire les courriers et tout. Le monsieur ne prenait même pas grand-chose. Elle a dit que le monsieur prenait 5 francs. Et c'est comme ça que quand elle veut sortir de là, sa copine lui dit qu'elle ne peut même pas venir quelque part comme ça. Toi, tu ne joues pas aussi. C'est un truc, une bande, rien du tout. Ça ne te coûte rien de jouer et tout. On ne sait jamais. Bon, après, c'est comme ça que... Et dans cette période-là, il y avait deux. Elle avait deux dans la famille et tout. C'est comme ça que elle part aussi se jouer les courriers comme ça, naïvement, naturellement. Elle joue les courriers, elle n'a pas de problème. Elle avait un monsieur qui la mettait bien financièrement. Elle a même construit des studios sur le terrain familial. Elle a sorti des studios là-bas. Une jeune fille qui avait vraiment le vent en poupe. C'est-à-dire qu'il y a la maison familiale, mais elle se fait son studio derrière. Elle équipe ça, elle meuble comme elle veut. Et tout. Elle a même un nom fort dans son quartier, nom des filles qui faisaient fort là. Si je donne ces deux noms ici, peut-être on peut la reconnaître. Donc, et alors, elle était vraiment bien. Elle avait le vent en poupe, les gars, mais casquaient vraiment sur elle. Comme ça que le monsieur lui dit que tu as un monsieur avec qui tu sors, comme tu as deux là. Je vois que tu as deux, oui. Il t'a promis de l'argent, n'est-ce pas? Pour le deux, voilà. Il va te remettre de l'argent. Tu as compris, oui. Cet argent, il va te le donner. Il ne va pas te toucher, il va te montrer l'argent. Il va te dire c'est à toi, il faut prendre. C'est pour tes obsèques, les obsèques, parce que dans la famille, comme elle était elle avait le vent comme ça, donc du coup, quand il fallait prendre une décision dans sa famille, c'est elle qu'on mettait devant parce qu'elle avait des gars bien, vraiment, là, on avait peur d'elle par rapport à ces loups gars, les loups monsieur qu'elle sortait. Le monsieur lui dit que quand il va te donner l'argent, ne touche pas, il va toucher, il va te dire, voilà, ça, c'est pour toi, machin, ok. Prends la peine. L'argent, la liasse qui sera au milieu, tu la sors, tu regardes bien, tu sors la liasse qui sera au milieu. Et tu prends ne t'agite pas, ne te précipite pas. Regarde au milieu de cette glace, il y aura un petit billet. C'est le petit billet là que tu dois prendre. Tu lui remets son argent. Tu lui dis que tu le petit billet là seulement, mais vise bien parce que tu ne dois pas rater le billet. C'est le billet là que tu dois prendre. Ma tante l'a fait, elle se demande que c'est une affaire de quoi. Parce que le monsieur, elle avait fait des années ensemble, il la mettait vraiment super bien, elle ne se doutait de rien et tout. Et le deuil, il savait que le monsieur a décaissé l'argent parce que c'était un deuil qui était proche, donc ça la concernait vraiment. Alors, c'est comme ça que... Elle voulait même bien fuir, elle avait peur que... Et si le monsieur vient me l'appeler pour dire qu'il est là, il ne va même pas sortir et tout. Mais le monsieur lui a dit qu'il faut que tu prennes cet argent. Comme ça que quand le monsieur est venu garer
Quelques jours après, il appelle et dit que je suis devant la maison, il faut sortir et tout, je dois partir là, mais j'ai quelque chose pour toi. Et quand il vient dans la voiture, il s'assoit, elle lui dit que bon, voilà, comme tu dois avoir les obsèques de famille et tout, c'est toi qui, tu m'as dit que c'est toi qui vas gérer. Elle avait dit au monsieur que le cercueil, les trucs, vraiment, ça la regarde entièrement, il y a beaucoup de choses qu'elle doit faire. Donc, elle a besoin, elle ne travaille pas, hein. Je précise parce que pour vous comprenez un peu. Alors, quand les gars comme ça, il s'assoit dans la voiture, il cause avec lui, il cause. Elle lui dit maintenant que bon, voilà, il ouvre comme ça là. Voilà, je t'ai préparé ça pour le deuil. Donc, tu vas gérer ce que tu vas gérer, comme tu m'as dit et tout. Elle reste comme ça, elle commence à parler. Elle reste calme, elle réfléchit par rapport à ce que le papa lui a dit. Comme ça que, elle regarde bien. Elle prend la liasse du milieu là, comme on lui a dit là. Le monsieur croit peut-être que bon, peut-être elle est tellement elle est éblouie par la grosse somme qu'il lui a donnée, il lui a posé les liasses d'argent et tout. Ça qu'elle regarde, elle vise au milieu, la pape elle est tombée sur un billet de 500. Parmi les billets de 10 000, il y avait un billet de 500 dedans. Il la regarde comme ça, comme elle dit que non, c'est tout ce que je veux. Le monsieur demande comment ça, c'est tout ce que tu veux. Mais tu m'as dit que tu rigoles quoi. Tu m'as dit que tu as deuil. Je t'ai apporté l'argent pour le deuil, pour les dépenses de la cérémonie et tout. Elle lui dit que non, c'est tout ce que... Le monsieur dit que non, mais c'est ton argent que je t'ai apporté. Il commence à se fâcher, le ton, il élève le ton et tout. Comme elle était dans son quartier, elle est sortie de la voiture. Et c'est le quartier bruyant, à Yaoundé, Madagascar. Donc elle est sortie de la voiture. Elle est sortie, pap. Quand elle sort comme ça de la voiture, il voulait venir faire la brutalité, genre machin. Elle dit que c'est comment. Et puis comme elle avait raconté à sa famille, elle a raconté à la famille que voilà, effectivement, on lui a dit ceci, cela, cela. Donc quand il est arrivé, il était un peu en alerte. C'était un peu en alerte que s'il y a une situation. Elle est sortie, pap, elle sort comme ça, le monsieur vient, non, non, machin, elle dit que c'est comment, tu m'as menti. Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu fais? Je t'apporte l'argent, tu veux seulement pour tu prends seulement. Elle dit que, mais j'ai choisi, j'ai pris, pourquoi tu insistes, c'est moi qui ai besoin d'argent, est-ce que c'est toi, c'est moi qui ai besoin, ça va me te faire du bien que tu gardes ton argent. Le monsieur, là, il veut faire des pommes, ses frères sont sortis, il dit que, il faut partir. Bon, parce qu'il était dans cette famille, il sortait de cette femme maintenant depuis, donc du coup, il connaissait la famille et tout. Donc, le village, il connaissait. Donc, ils ont préparé les obsèques, comme ça, pourtant bien que mal, ils sont partis au village pour l'enterrer et tout. Maman, le monsieur a pris les pieds, il est parti au village le jour pendant le deuil là. Il est pas au village pendant le deuil, il arrive. Il y a les gens et tout, il demande elle est où. On dit qu'elle est là-bas. Il vient, il dit que prends ton argent, c'était pour toi que j'avais prévu ça. Il veut faire les problèmes, la famille est sortie, le chasser. Le monsieur est là, il ne veut plus. Il venait qu'elle prenne l'argent là. On lui a dit qu'elle ne va pas prendre, puisque tout le monde savait, c'était devenu comme une bagarre. Monsieur en rentrant, accident, il est mort avant d'arriver sur Yaoundé. C'est les gens qui venaient à l'enterrement qui viennent dire que on a vu, on a vu son accident là-bas, comme ça, on décrit la voiture, on décrit machin. Donc, il venait se décharger de cet argent. Si elle prenait ça, c'est elle qui allait mourir. Donc, le monsieur est venu la chercher jusqu'au village. Et comme la famille s'est interposée, on l'a chassé, on dit c'est quoi? C'est obligé qu'elle prenne l'argent, c'est quoi? Sur la route, il a fait l'accident, il est mort dans sa voiture là. On peut vous dire que parfois, nous aussi on a été jeunes filles là avec les gars. C'est parce qu'aujourd'hui quand j'écoute des choses, je me dis mais qu'est-ce que Dieu nous a aimés? Qu'est-ce qu'il nous a aimés? On ne peut pas être dans le jugement parce que quand tu étais une jeune, c'est maintenant que mais il y a tellement de choses sur lesquelles nous sommes passés. Dieu nous a épargnés de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand j'écoute, je me dis, mais on est passé par beaucoup de choses. Si ce n'est même pas moi-même, mes copines, des expériences qu'on a vécues, on a tellement à raconter. Je dis, mais, donc vraiment, que les jeunes filles fassent attention. Le monde, c'est pas seulement dans un pays. Ça dit, c'est partout. C'est partout. Le mal, il est partout. Il faut prêter l'oreille. Il faut avoir l'œil vraiment très, très, très ouvert. Être attentif sur les signes. C'est-à-dire que ne pas être parano, mais vraiment faire attention parce que le mal, il est partout, il est présent, mais alors partout. Que le Seigneur nous garde. Longue vie à notre concept. Partagez, abonnez-vous massivement. C'est ma petite histoire, ma participation. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir la famille DMG. C'est une histoire qui m'a été racontée par les parents qui étaient allés aux funérailles. Bon, vous-même, vous savez, dans la famille africaine, quand il y a les funérailles, tout le monde vient. C'est-à-dire même les benguis aussi viennent. Donc, quand ils sont partis aux funérailles, mon papa et ses femmes,
C'est après ça qu'ils ont expliqué l'histoire à la maison pour nous dire de faire attention et d'écouter quand eux, les parents parlent, d'écouter. Donc, c'est la première femme de mon papa qui expliquait l'histoire. Mais ce jour-là, mon papa était là. Que dans le village où ils sont allés faire le funérail, il y avait un monsieur qu'on appelait le vent. Dans notre ethnie, on l'appelle le vent. Moi, j'ai demandé, mais pourquoi on l'appelle le vent? C'est ça, mon papa a dit, c'est depuis leur enfance que c'est comme ça, on l'appelle le vent. Donc, c'est comme ça. La première femme de mon papa expliquait que le monsieur surnommé le vent, il avait 2 filles et puis un garçon. Mais le garçon, lui, il a eu la chance d'aller dans le pays des Blancs. Donc, pendant le funérailles, lui, il est venu. Et quand il est venu, il y a des faits qui se sont passés. Et c'est après ces faits-là, après que mes parents sont revenus du deuxième tour du funérailles, qu'ils ont expliqué. Donc, c'est l'enfant maintenant du monsieur qu'on appelle le vent qui a expliqué ça dans le deuxième funérailles quand son papa est décédé. C'est là qu'il a expliqué l'histoire. Pourquoi son papa est décédé. Il dit, le jour que lui est arrivé au village, que ce jour-là, il y avait du monde. Donc, les benguis, les cousins, les cousines étaient là. Et ils ont fait, vous connaissez les funérailles. Il y a des coins où on prépare, il y a des coins où on pleure, il y a des coins où on est. Donc, c'est comme ça. Donc, lui, il a passé son temps à saluer, parce qu'il y avait longtemps, il n'était pas venu au village. Donc, il a passé son temps à saluer. Et c'est là, son papa lui a dit qu'il veut le parler en tête à tête. C'est comme ça. L'enfant allait voir son papa dans sa chambre. Donc, quand l'enfant allait voir son papa dans la chambre, son papa lui a dit que la nuit là où tu es venu là, en tout cas aujourd'hui où tu es venu là, si tu dors là, il ne faut pas dormir. L'enfant a trouvé que c'était un peu louche. Il demande à son papa, mais il y a quoi? Et puis tu me dis, si je dors de ne pas dormir. C'est ça, son papa lui a dit, c'est vrai que tu as vécu chez les Blancs, mais il ne faut pas oublier que tu es noir, que tu es africain. Donc la nuit là, il ne faut pas dormir. Son enfant est en train de dire, mais papa, pourquoi? Donc son papa a enlevé un bidon d'essence. Et puis il a enlevé une boîte d'allumettes. Il a enlevé un seau et puis il a enlevé un équimoire. L'équimoire qu'on prend pour enlever le riz. Il a enlevé, il a donné ça à son fils. Il lui a dit, la nuit là, quand tu vas dormir, je vais te mettre dans la chambre des choses comme ça. Je vais te mettre dans l'autre maison. L'autre maison où j'ai l'habitude de mettre ceux qui viennent comme étrangers ou ceux qui viennent comme visiteurs. Je vais te mettre là-bas. Tu vas dormir comme tout le monde dans la grande maison. Donc c'est comme ça, quand tu vas dormir la nuit, tu vas entendre un bruit. Le bruit que tu vas entendre là, même si tu dors, il faut te réveiller. Parce que le bruit là, c'est un signal. C'est pour dire que non, quelque chose va se passer. Donc, il ne faut pas dormir pour dormir. L'enfant disait que d'accord, j'ai compris. Il dit, quand le bruit là va se passer, la porte de ta chambre sera entrouverte. Mais il y a quelque chose qui va marcher pour venir. Ce qui va marcher là, il faut bien regarder. Il aura 4000 pattes. Et les 4000 pattes là, fais attention. Tu prends ce qui est premier là, tu jettes ça. Tu jettes ça hors de ta chambre. Et puis les 3 autres, tu prends l'équimoire. Premier mille-pattes, tu prends avec l'équimoire, tu jettes ça hors de ta chambre. Et puis les 3 autres, tu prends avec l'équimoire, tu mets dans le seau. Et tu sors hors de la maison, tu viens ça dehors. Faut pas avoir peur. Tu viens ça dehors. Et tu prends l'essence. Tu mets tout l'essence dans le seau. Et puis tu allumes. Que même quand tu allumes, que tu vois la bouchée d'allumer ne s'allume pas, continue d'allumer jusqu'à ce que ça s'allume. L'enfant a dit, l'enfant était un peu dépassé, mais il a accepté, il a dit, il a compris. Et c'est comme ça. La nuit, avant d'aller dormir, son père lui a dit, il ne faut pas oublier. Et son père lui a dit au revoir. Donc c'est comme ça, la nuit, il dormait. Et puis les faits se sont passés. Effectivement, il a entendu comme un bruit de tonnerre. Il ne dormait pas même. Mais il a entendu un bruit de tonnerre, il s'est assis sur son lit. Et il a vu que la porte de sa chambre a coincé.
Et quand ça a coincé, ça a couillé, bon, un truc comme ça, il était sur ses gardes et il a vu vraiment les 4000 pattes rentrer. Quand il a vu les 4000 pattes rentrer, il a pris l'équimoire. Il a pris les premières 1000 pattes, il a jeté hors de sa chambre. Et les 3 autres, il les a pris, il a mis dans le seau, il est sorti de la maison. Il a mis l'essence. Il dit, à chaque fois qu'il allume, la bouchette ne s'allume pas. Il allume jusqu'à finalement ça s'est allumé. Quand ça s'est allumé, il y a eu le feu maintenant. Et c'est là maintenant il est sorti il est parti dans là où son papa dort avec sa maman et les grands qui étaient venus pour le funérail. Il est allé taper la grande maison de son papa pour dire oui. Et ils sont sortis. Quand ils sont sortis, mais son papa n'est pas sorti. Et puis ils sont sortis. Il a tapé la chambre de son papa. Il entendait comme si son papa ronflait. Donc il s'est dit son papa dort. Donc la nuit là, les gens ont commencé à parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça. Donc j'ai brûlé quelques feuilles, c'est tout et tout. Les gens ont dit ah ok d'accord. Donc il dit la nuit il n'a pas pu dormir. Il est resté éveillé. Parce qu'il était dépassé de ce qui s'était passé. Donc le matin est arrivé. Quand le matin est arrivé, tout le monde est sorti chacun est sorti de sa maison, quoi, parce qu'il y avait un funérail. Chacun est sorti, les femmes sont allées faire ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Il y avait des réunions. Mais il ne voyait pas son papa. Donc lui, maintenant, il allait taper la chambre de son papa. Il a tapé. Il n'entendait rien. Il a tapé. Et puis il a entendu une petite voix. Son papa s'est levé, venu ouvrir la porte. Puis quand il a vu son papa, il a senti que c'était comme si quelque chose s'était passé. C'est ça, son papa lui a dit, il faut rentrer. Et puis ferme la porte. Il est rentré, il a fermé la porte. Son papa lui a dit, assieds-toi. Il s'est assis. Puis c'est là, son papa lui a dit que je vais te dire quelque chose, mais je veux que ça reste entre moi et toi. L'enfant a dit, d'accord, papa, c'est compris. Il lui a dit qu'au fait, je suis un sorcier. Je suis un grand sorcier. Je suis un grand sorcier. Mais ma sorcellerie que je fais là, c'est pour protéger ma famille. Donc, c'est pour cela que je suis actuellement devant toi, en train de... Tu me vois, mais tu vois que je souffre d'une manière. Ce qui s'est passé hier, c'est que les 4000 pattes que tu as vues, le premier que tu as jeté, c'était moi. Mais le problème que quand tu m'as jeté, c'est-à-dire tu m'as sauvé, le camp où je suis, dans la sorcellerie, ils se sont fâchés, ils se sont sentis trahis. Donc, ils ont amené d'autres pour venir m'attaquer. Que en réalité, la maison que tu vois, avec tout ce que tu vois comme qui entoure la maison, et la maison où je t'ai mise, en réalité, je suis une bâche. Je recouvre toute ma parcelle. Donc, quand il y a des attaques, les attaques sont directement visées sur moi. Et quand je vois que je peux les combattre, je me transforme en vent et je les repousse. Mais cette nuit-là, ils avaient décidé qu'ils allaient te prendre. Et moi, je leur ai dit que je ne voulais pas. Que c'est toi qui allais m'enterrer et c'est toi qui allais prendre mon héritage. Ils ne voulaient pas. Et comme dans le camp de la sorcellerie, quand tu manges, il faut donner pour toi pour manger aussi, pour que les autres aussi mangent. Et ils ont décidé que c'est toi qui allaient prendre. Je leur ai dit de me prendre moi. Ils m'ont dit non, qu'ils ont tout pris sur moi, qu'il n'y a plus rien de bon. Donc ils veulent quelque chose qui est frais. Donc, je ne voulais pas qu'ils te prennent. Mais quand tu es dans le camp de la sorcellerie, que tu vas donner quelqu'un, tu te mets toujours devant pour guider. Et c'est pour cela que je t'ai dit de jeter le premier insecte que tu as vu. Mais j'ai tellement combattu avec eux que je suis touchée. Je suis touchée spirituellement. Donc ça fait que je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais que tout ça te dépasse, mais il faut que je t'explique. Et puis je te dis, avant de te donner le don, parce que je ne veux pas que le don se perd. L'enfant est là. Il est dépassé. Son père dit de ne pas être dépassé. C'est comme ça dans
dans l'Afrique. L'Afrique est comme ça. L'Afrique est un mystère. C'est comme ça se passe. Que chez toi en France, chez toi en Bengue, là-bas où tu es, dans le pays des Blancs, là, au milieu de ton salon, il y a une photo que tu as prise avec une femme blanche. L'enfant a répondu, oui, c'est vrai. Il dit, dans ton placard, il y a un habit que tu aimes beaucoup porter pour aller dans les cérémonies. L'enfant a dit, c'est vrai. Il lui a dit, je vais te montrer un autre truc. Quand tu vas finir de parler avec moi, sors, va dire à quelqu'un d'accompagner au marché. Tu achètes une papaye. Tu achètes des choses, non, mais tu payes une papaye pour mettre dedans. Tu viens avec. C'est comme ça, l'enfant est sorti. Il est parti. Il a demandé à ce qu'on l'accompagne. Les gens, les enfants avec qui il a grandi l'ont accompagné. Et arrivé au marché, il a payé ce qu'il devait payer. Il a payé une papaye. Son père lui a dit, d'accord, viens avec. Quand il est venu avec, il lui a dit, prends un tabouret, mets la papaye. Et puis, prends 2 chaises, on va s'asseoir. Mais il sentait que son papa était mal. C'était comme s'il se forçait. Non, il lui a dit, regarde la papaye. Ne quitte pas la papaye des yeux. L'enfant est resté là, en train de fixer la papaye. Ça, c'était le lendemain. L'enfant est en train de fixer la papaye. Ils étaient là. L'enfant demande à son papa, qu'est-ce qui va se passer? Son papa, il a fait un signe de mec, il faut te calmer d'abord. Et puis après, il a dit, prends le couteau. L'enfant a pris le couteau. Il dit au père la papaye. L'enfant a opéré. DMG TV, je t'ai dit, l'enfant dit, il n'y avait que seulement des grains à l'intérieur de la papaye. Toute la chair n'était plus là. Et il y avait comme des traces de dents. Des traces de dents. C'est là l'enfant va voir que non, son papa, il a vraiment un pouvoir. Et c'est là le papa lui a dit, d'ici, parce qu'on était 4, donc d'ici 4 jours, tu vas entendre qu'il y a des gens qui vont mourir. C'est les 3 personnes là. C'est les 3 insectes que tu as tués là. Ce sont ces personnes-là qui vont mourir. Effectivement, après les 4 jours, les 3 personnes là sont décédées. Et quand les 3 personnes sont décédées, son papa est tombé malade maintenant, où tout le monde pouvait voir qu'il était vraiment malade. Ou même, les gens venaient maintenant pour saluer. Parce qu'il avait du mal même à sortir même de la maison. Et quand il sortait, il s'asseyait juste en bas de son hangar. Et il disait à son fils, reste auprès de moi. Son fils restait auprès de lui. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, la santé du papa se dégradait. Donc, il a dit à son fils, si tu maintenant tu es sûr que tu vas accepter le pouvoir, je vais te transmettre le pouvoir. L'enfant a accepté. Pour dire, si tu es mon papa, si tu devais me manger, il y a longtemps, tu l'aurais fait. Donc, c'est comme ça. Ça, c'était quand ils sont allés, quand les parents sont partis au premier funérailles du gars qui était décédé. Ça, quand ils sont revenus, il n'y avait plus rien. Et les parents sont partis au premier funérailles. Il y avait les Benguis qui étaient là. Et maintenant, il y a eu un autre décès, c'est-à-dire le décès du monsieur Levent. C'est là maintenant les parents sont partis au deuxième funérailles. Et c'est là maintenant, l'enfant maintenant a expliqué l'histoire pour dire, en réalité, voici ce qui s'est passé. Que mon papa était un sorcier. Et dans le camp de la sorcellerie, il a voulu me donner. Mais dans le camp de la sorcellerie, les gens, ses collègues ont demandé qu'il me donne. Lui n'a pas voulu. Et c'est comme ça, lui, il s'est donné lui-même. Donc, son papa lui a donné tous les pouvoirs qu'il fallait. Donc, le tonton là, on était enfants. Donc, il y a eu où j'étais expliqué pour dire, j'étais allée aux funérailles et j'étais allée en vacances avec ma soeur. Et puis, ils attrapaient les sorciers du village. Donc, le jeune en question, au lieu de 1 semaine, il a fait 1 mois. Parce que son père lui a dit, il faut rester jusqu'à ce que non, je décède. Donc, le jeune est resté, chose comme ça, 1 mois. Donc, quand on est parti, comment on appelle ça? Quand on est parti en vacances dans le village, c'est tombé que non, le tonton Benguis était là, il était là-bas. Il était allé se faire soigner au village. En ce moment, les parents avaient déjà expliqué leur histoire, c'était déjà passé, mais comme ils avaient dit, ils avaient expliqué pour le monsieur, et puis on connaissait le nom de famille, et puis on savait qu'il était Benguis. Donc quand on est parti en vacances,
j'ai vu le tonton là. Le tonton là, il avait un furoncle dans le dos. Le furoncle là, il était venu, il avait seulement qu'un furoncle dans le dos. Mais c'est le furoncle qui a fait qu'il est quitté en Beng et il est venu jusqu'au village pour venir se soigner. Et quand il est parti se soigner, c'est là que moi j'ai vu le tonton là. Selon ce que mes parents expliquaient, c'est là moi j'ai vu le tonton là. Mais le point est que le tonton là, il vivait en Bengue. Mais quand tu le vois, tu as pensé que non, il vit au village. C'est-à-dire, il n'avait pas le côté benguis, il n'avait pas le côté chic. Il était comme un villageois même. Donc ce jour-là, il était venu se traiter. Et l'écho est arrivé quand dans la famille de ma maman. L'écho est arrivé là-bas, donc on allait saluer. Quand on allait saluer, tonton était là. Il était venu se soigner chez un vieux. C'est là maintenant, comment on appelle ça? Il montrait son dos aux gens, ceux qui veulent voir. Il montrait son dos. Donc, dans les explications, moi j'ai entendu que non, que le monsieur est quitté en Beng pour venir juste soigner le furon qui était sur son dos. Et dans le furon, il y a des asticots qui sortaient. Il y a 7 asticots qui sont sortis dans le furon. C'est pour cela qu'il était venu. Donc, il montrait le dos. Il y avait un gros trou dans son dos. Un gros trou rouge. Mais il était là comme s'il n'y avait rien. Et puis, il riait même. Il disait, ouf. Il riait. Donc, c'est là maintenant, il a parlé avec maman. Il a demandé, ah, c'est ta fille qui vit à Abidjan là. Et puis, maintenant, maman dit oui. Et son papa têtu là. Son papa qui est têtu là où il est. Et puis, ma maman a répondu que non, il est là-bas. Mais eux-mêmes, ils doivent rentrer que sa soeur. Elle est venue avec sa soeur. C'est là, moi, j'ai vu le tonton là. Le tonton dont son papa s'appelait le vent là. C'est là, moi, je l'ai vu. Et c'est là, moi et maman, on est quitté là. Puis on est retourné à la maison. Mais j'ai essayé de dire à ma maman que, ah, voici ce que les parents expliquaient à la maison. Maman dit, c'est vrai. Que tu le vois comme ça, il n'est pas simple. Que c'est un grand sorcier. Qu'il n'est pas simple. Et puis, il est fort. Qu'il est très fort. Mais il ne vit pas ici. Il va, il vient, il va, il vient, il va, il vient. Donc, DMG TV, c'est pour dire que non, l'Afrique a ses mystères. On va tout dire. Même si tu veux. Vis dans le pays des Blancs. Mange comme eux. Dors comme eux. Travaille comme eux. Fais tout comme eux. Mais ta base là, n'oublie pas que non, tu es africain. Et ce qui est africain reste toujours africain. Peu importe où tu vas aller ou comment tu vas devenir, ce qui est africain reste toujours africain. Et surtout d'écouter les parents. Quand ton papa ou ta maman essaie de te parler, ne te joue pas les ouaves pour dire non que oh, moi j'ai dépassé ça. Oui, DMG, c'est vrai, on croit en Dieu. Mais l'Afrique a ses mystères. Et c'est ce qui fait l'Afrique. Donc de faire très attention, d'écouter surtout les parents. Surtout, moi, ma maman, père à son âme, me disait de ne pas saluer les gens dans la main. De ne pas saluer les gens main en main. Elle me dit seulement saluer avec ta bouche. Mais ne salue pas main en main. Que même si un tonton t'envoie sa main, quand j'étais au village, quand tonton t'envoie ou une tata t'envoie sa main, ne la salue pas. Salue-la dans la bouche. Et puis fais comme si tu avais peur. Pour que quand elle va dire, mais pourquoi ta fille n'aime pas saluer dans la main? Et puis je vais lui dire que c'est quelqu'un qui est timide. Donc moi, j'écoutais beaucoup ma maman, paix à son âme. Donc c'est comme ça. Voici mon histoire. J'espère que ça va aider. Merci beaucoup.